J'ai juste un truc à raconter. Il y a des patients qui m'ont dit plusieurs fois là, quand vous dites ça, c'est pas gentil. Euh, Alors, clairement, je fais pas ça pour des gens qui ont des problématiques de pharmacopure, tu vois, mais il y a des gens qui prennent des décisions pourries et qui doivent changer leur comportement. Il y a rien à faire, tu vois. Tu peux juste pas échapper à ça. Euh, et c'est vrai que moi, je suis vraiment pas là pour être gentil, si tu veux. Si jamais tu as la moindre chance qu'il y ait un peu de changement qui se fasse, alors que tu dis un truc qui est difficile pour les gens d'entendre, bah, je suis prêt à être le méchant, si tu veux. Et il y a plein de gens qui disent des choses tout le temps très gentilles en psychiatrie, donc mon discours est largement compensé, honnêtement, à mon avis, largement compensé. Donc c'est vrai que moi j'ai eu la remarque là, et c'est vrai que je pense qu'on peut pas juste dire des trucs gentils aux gens tout le temps, ça marche pas. L'objectif c'est pas d'être gentil. Tout le monde peut être gentil, ChatGPT peut être gentil, il n'y a pas du tout besoin d'un psychiatre. Alors, je voudrais travailler sur une jeune femme de 25 ans, Gertrude Tranchard, anxiété chronique depuis l'entrée au collège. Actuellement, crise d'angoisse et état anxieux, on lui prescrit de l'alprazolam 0,25 à 0,5 matin et soir. Ça va mieux, puis passe 20 jours, l'anxiété revient. On lui prescrit 20 mg tout en continuant l'alprazolam en fonction de l'état anxieux. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis pas fan du tout alors vraiment, enfin, c'est vrai que les benzos, moi, j'aime pas. Mais alors, j'aime pas, pas parce que les gens deviennent accros. Hein. Honnêtement, les gens anxieux de devenir dépendants aux benzos, ils deviennent pas accros aux benzos. J'aime pas parce que je trouve que ça rend vraiment pas très futé. Je pense que les gens sous benzo sont moins intéressants que les gens qui sont pas sous benzo. Et les situations où je prescris des benzos, c'est soit je suis inquiet de quelque chose de problématique dans les jours qui viennent, tu vois, genre il y a pas de sommeil ou alors il y a des attaques de panique à la maison, c'est ingérable, il y a l'ASE qui va passer, enfin s'il y aura un truc aigu ou alors à l'hosto, parce que à l'hosto clairement moi je préfère vraiment qu'on me shoot à base de benzo qu'à base de neuroleptique, clairement. Mais alors sur des problématiques chroniques, quoi, il y a marqué anxiété chronique. Moi vraiment, je suis pas fan des benzos. Donc si jamais on met des benzos, parce que des fois ça marche, tu vois, est-ce qu'il vaut mieux prendre un peu de Xanax de temps en temps que de prendre un antidep? À mon avis, oui. Si jamais tu commences avec des benzos et que ça marche pas, et que tu passes à la paroxétine, bah, à mon avis, l'idée c'est de diminuer la paroxétine. Alors ça, c'est mon truc. On est d'accord quand je réponds aux gens là. T'as Je réponds de façon générale. Je ne sais pas du tout comment ça se passe pour ceux qui a clinique en particulier, mais moi, ma façon d'appréhender les benzos, comme ça, ouais, enfin, j'aime vraiment pas les benzos. Alors, chez les personnes âgées, les benzos, c'est un truc de malade. Comment ça les attaque sur le plan cognitif? C'est un truc de fou. Et du coup, on en a parlé avec l'article dernièrement sur le lithium, là. Il y a des gens qui sont anxieux et qui ont besoin d'être performants et tu leur mets des benzos, ils sont moins anxieux, mais ils sont moins performants. Et là, c'est le début de la fin, si tu veux. Je veux dire, t'as vraiment des gens qui, clairement, vont de moins en moins bien. Ils sont de moins en moins compétents. Ils s'angoissent de plus en plus. Enfin, c'est vraiment la merde. Pour moi, c'est le vrai problème des benzos. C'est pas le, c'est pas ça. Il y a un petit écho là, on m'entend toujours pas bien. Je suis en Suisse, puis je vais avoir un rendez-vous avec vous. Non, je suis complet. Je suis complet, complet, je suis complet. Je suis désolé. Vous me dites s'il y a un écho, mais normalement il n'y a pas d'écho, mais ça va pas trop changer. Il y a la clim qui tourne là. C'est peut-être ça qui fait écho. Ok. Dans ton poste du 27 décembre 2024. Ah ouais. Dédié à l'insomnie. En 1, placebo. En 2, mélatonine. 3, des molécules comme doxépine, Z-drug, prazosine, etc. Peux-tu développer au max le etc. Vu que la prazosine n'est plus dispo, la doxazosine peut-elle aider? Bah oui, moi je pense que clairement la prazosine, ça se remplace par la doxazosine. Un, c'est bien parce que c'est quand même toutes les deux des alpha-bloquants. Et deux, parce que autant on commence vite fait à avoir plus d'expérience clinique que d'articles sur la prazosine, hein, donc c'est sur la doxazosine, donc c'est pas mal. L'expérience clinique et la mienne et celle d'autres montrent que il n'y a pas une corrélation parfaite, mais des fois la prazosine marche et la doxazosine ne marche pas, et là c'est un peu chiant. Et alors des fois la prazosine marche moyen et la doxazosine marche beaucoup mieux, et là c'est jackpot. Il faut effectivement anticiper la pharmacie qui va dire que chez les femmes, il n'y a pas de prostate jusqu'à nouvel ordre, mais ça fait partie des risques du métier, hein, j'ai envie de te dire. Le méthylphénidate, ça se prend en continu avant ou pendant le repas.
Et ben, ça dépend de la formulation du méthylphénidate. Si c'est le Medikinet, c'est mieux de le prendre pendant le repas. Après, le Medikinet, il est plus LP quand il est pris pendant le repas. Donc, il y a des gens qui prennent le Medikinet du matin pendant le repas et le Medikinet de l'après-midi à jeun pour éviter qu'il soit un petit peu trop, qu'il soit libéré trop lentement. Donc, en fait, ça dépend vraiment des molécules, ça, et vous avez ça dans la notice, hein, pour chaque truc. Il y a l'alcool aussi qui peut modifier un petit peu l'absorption. Euh, il y a des gens qui, qui trichotent un petit peu avec ça. Donc, alcool et psychostimulant, c'est pas bon, hein. C'est comme benzo et psychostimulant. Alors, je reviens dessus. Les gens qui sont sous psychostimulant et qui tournent au benzo, c'est vraiment problématique. Tu vois, t'appuies vraiment sur le frein et sur l'accélérateur en même temps. Et aux États-Unis, tu as des ordonnances qui sont flaques directes. Tu vois, les gens ils disent on fait pas ça, c'est pas possible. Je suis pas toujours d'accord avec ce genre de pratique, mais honnêtement, j'ai pas de patient qui a les deux sans que ce soit une situation qui est assez moyenne, tu vois. À mon avis, quand t'as benzo et méthylphénidate, c'est pas bon du tout. Je développe pas plus sur les traitements de l'insomnie parce qu'on pourrait passer un paquet de temps. Alors moi, il y a la doxylamine que j'apprécie particulièrement. Là, ceux qui connaissent Maxime connaissent un peu l'histoire. C'est l'assistant médical, il en a pris une fois, il a été défoncé. Et du coup, c'est pas possible que ce soit sans ordonnance, cette histoire. Donc, c'est sans ordonnance, hein. Et 15 mg au début, on peut monter jusqu'à 30 mg, mais on a pas mal de patients, franchement, où la doxylamine a marché, là où le reste n'avait pas marché. Donc, je sais pas trop ce que ça vaut. Ça n'a aucun sens sur le plan pharmaco. Il y a des gens avec 80 mg de tertian, de Teralène, ça n'a pas marché. On a mis de la doxylamine nickel. Je trouve que ça marche juste mieux que le daridorexant et plus longtemps. Voilà, à mon avis. J'apprécie votre lucidité et votre honnêteté. Bah, je suis honnête. Lucide, je sais pas, mais j'essaye d'être un peu honnête. Paroxétine, prise de poids, constipation. Ouais, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Moi, là, je vois aucune raison de commencer par la paroxétine en première intention. Vraiment, je vois aucune raison. Je pense que c'est une erreur pour le coup pharmacologique que de commencer par ça. Il y a des gens qui vont répondre à la paroxétine, on est d'accord, hein. Mais vu qu'on a une liste sans fin d'antidépresseurs classiques, je vois aucune raison de mettre la paroxétine en premier. C'est celui qui constipe le plus, celui qui est associé à des risques de démence, celui qui a le plus d'interactions médicamenteuses, celui qui, quand on l'arrête, est le plus difficile à arrêter, celui qui a une demi-vie tellement brève qu'il y a des gens qui ont des signes de sevrage juste quand ils ratent une prise. Il y a eu des associations avec des malformations fétales qu'il n'y a pas avec d'autres médicaments. Il y avait eu avec la fluoxétine. Ils sont revenus dessus. C'est pas impossible qu'ils reviennent dessus avec la paroxétine aussi. Mais je vois pas, enfin, c'est celui qui abîme le plus la libido. La prise de poids, ça peut être catastrophique. Alors, honnêtement, moi, je trouve que la prise de poids, on peut sortir les études, etc. Je trouve que sous les antidépresseurs, c'est un peu similaire. C'est-à-dire que, en moyenne, ça se passe pas trop mal, mais chez les patients qu'on a nous et pas les patients qu'on a dans les études, et ben en moyenne, il y a un poids de dingue qui peut être pris. Donc moi, j'ai des miracles, hein. Fluoxétine incluse, hein. Fluoxétine, c'est pas parce que ça la MM pour la boulimie que les gens prennent pas de poids. Donc effectivement, moi, les antidep, j'ai un souci de poids là. Constipation, paroxétine, c'est pas le pire, mais encore une fois, ça peut vite être fait, quoi. On arrive, on est en été, les jambes bouffent, s'hydratent pas très bien, il fait super chaud. Enfin, moi, je suis revenu en vélo du boulot. C'était épique, ça. Je suis revenu en vélo du boulot. C'est 15-20 minutes de vélo, ok. Et j'allais super vite parce que j'ai un vélo électrique. Je traçais de ouf. Et en fait, j'avais pas chaud. C'était le jour, il faisait 40 là. J'étais plein cagnard, mais il y avait du vent et j'avais pas chaud. Et du coup, j'étais sur le vélo en train de me dire, oh là là, les gens sont vraiment des mauviettes, hein. Il fait pas si chaud que ça. Et en fait, je pense qu'effectivement, le vent a caché un petit peu la chaleur. Et je suis rentré, j'ai limite fait une syncope. Parce que j'ai cru que j'avais pas de connaissances, quoi. Donc j'ai fait un coup de chaud. Et le vent a camouflé le truc. Et c'est pareil avec les antidépresseurs. Il y a un patient là qui m'a dit il y a pas longtemps, ouais, 20 mg, ça m'a vraiment fait vriller. Mais 10 mg de Ritaline,
ça se passe bien. Et en fait, je pense qu'il faut pas le voir comme ça. C'est pas parce que 10 milligrammes, ça se passe bien que t'es pas en train de te flinguer. Tu vois, t'as été prévenu qu'à 20 milligrammes, c'est pas bon du tout. Mais peut-être que 10 milligrammes, t'es en train de te flinguer juste plus lentement et t'as pas la chance d'en prendre trop d'un coup, suffisamment pour te fracasser le cerveau. Il y a une famille là qui m'a dit, oui, on voit que la Ritaline, ça le booste, mais du coup, il faudrait qu'on mette un truc pour le pas booster. En fait, c'est pas parce que quelqu'un est stimulé à cause de la Ritaline et qu'il est en train de commencer à développer des problématiques d'humeur vers une phase haute et qu'on fait baisser les symptômes de façon transitoire ou pas d'ailleurs, qu'on fait baisser les symptômes, ça veut pas dire que la maison est pas en train de brûler. Tu vois, ça se trouve, tu as juste mis du vent, tu as moins chaud, mais c'est quand même en train de brûler. Donc voilà. Est-ce que les alors sur le TOC, après 12 semaines à 80 mg de fluoxétine en augmentation, a été mis la mémantine, mais les dernières RCT sont moins unanimes qu'il y a quelques années et le Carlat recommande d'abord l'eau d'encétron. Moi, je pense que la mémantine se fait. Parce que la tolérance, elle est bonne, et dans les deux cas, elle est bonne. Et deux, parce que l'eau d'encétron en France, c'est sur une ordonnance particulière. Les pharmacies considèrent que c'est un anti-émétique utilisé en cancéro. Tu vois, ils sont pas sur le 5-HT3 antagoniste. Et du coup, à la pharmacie, ça pose pas mal de problèmes. Alors, le mémantine, c'est pour la maladie d'Alzheimer. Au stade sévère, hein, c'est modéré à sévère, c'est pas pour les petites. Parce que l'étude a été faite sur les gens modérés à sévères. Donc, dans les deux cas, ils vont hausser un petit peu le sourcil, mais la mémantine, il y a pas d'ordonnance particulière. Donc, honnêtement, moi, ça me fait prendre la mémantine. Si j'avais les deux, peut-être que je ferais l'ondansetron. Ça a l'air de rien, mais quand vous prescrivez un médoc, il y a un effet placebo qui est important et qui est massacré quand la pharmacie vous dit ouais bon bah là il fait n'importe quoi, il est dangereux, c'est encore psychographe. Moi je reçois ça 2 ou 3 fois par jour, hein. Un patient qui me dit ouais la pharmacie ils disent que vous faites n'importe quoi, il y a ma médecin généraliste qui pense que vous êtes dangereux. Enfin c'est vraiment 2-3 fois par jour. Donc, c'est rentrer dans les trucs que je prends en compte avant de prescrire si tu veux quoi. Que la paroxétine c'est ok. Oui, la paroxétine c'est ok, c'est pas déconnant. Après là, moi c'est vraiment de l'optimisation quoi. Franchement, faut le voir un petit peu comme les comment dire, comme les types qui font du biohacking santé etc. Et donc il y a un espèce de truc un peu craignos à mon avis que je fais là où les gens posent des questions sur des prises en charge pharmaco. Et peut-être qu'au lieu de parler des trucs essentiels, je commence à dire bon ben de tel antidep, il faudrait choisir ça ou ça, parce que honnêtement, la paroxétine est moins bien que les autres en termes de tolérance, à mon avis, sur le long terme. Mais la différence, c'est pas dingue. Tu vois, je dirais la même chose s'il y avait 2% de chance de prendre du poids de plus en absolu par rapport à la sertraline. Tu vois, donc en fait, quand je vous dis c'est en moyenne mieux, c'est vraiment pour la moyenne. Est-ce que c'est suffisamment mieux pour que, alors que vous êtes lancé dans la paroxétine et que ça marche, vous arrêtiez? Non. Est-ce que c'est suffisamment mieux pour que les prescripteurs commencent pas par ça? À mon avis, oui, parce que là, même une différence minime est justifiée parce que si tous les prescripteurs de France ils commencent pas par la paroxétine, ben tu gagnes un petit peu. Mais à l'échelle du patient, est-ce qu'il faut à tout prix s'emmerder? Je suis pas sûr. Mais du coup, non, la paroxétine n'est pas une prescription qui est déconnante. C'est pas déconnant, toi. Quand les antidépresseurs ne fonctionnent pas sur l'anxiété, on peut prendre quoi? Faut que je parle un peu plus de l'anxiété parce que ça parle aux gens. Ça dépend de ce que vous appelez anxiété parce que là c'est vraiment c'est la question de la fièvre. Moi quand vous me dites anxiété, je m'imagine un type bipolaire qui est anxieux tout le temps sur rien. Il y a même pas de pensée derrière. Vous voyez, c'est genre une espèce d'activation sympathique constante et complètement déconnectée de ce qui peut se passer. Ok. Je pense aussi à quelqu'un qui est pas performant au boulot parce que il passe son temps à se demander si c'est bien fait ou pas et qu'il angoisse et du coup il est de moins en moins performant. Et là, c'est probablement plus de la thérapie qu'il faudrait, alors que dans le premier cas, faut y aller à coup de médoc, quoi. Donc en fait, l'anxiété, comme ça, moi vraiment, je pense que la question, il faut ne pas, enfin, on peut la poser comme on veut. Vous pouvez la poser comme vous voulez. Vous êtes les bienvenus, mais je pense qu'il faut pas le réfléchir de cette façon parce que c'est encore une fois, si vous me dites j'ai de la fièvre, qu'est-ce que je fais si le Doliprane ne marche pas? Si jamais vous avez avec la fièvre une défense
au niveau abdominal, et ben peut-être que c'est une appendicite et qu'il faut opérer quoi. Alors que si à côté de ça vous avez des sueurs froides et que la fièvre est là depuis 3 mois, bah, peut-être qu'il faut chercher un lymphome. Donc vraiment ça n'a rien à voir. Donc l'anxiété là c'est pas bon, et de dire trouble anxieux généralisé ne règle pas le problème. En fait c'est juste, enfin ça veut rien dire. Eh ben non, non, je prends pas de nouveaux patients, et Clara pourra pas répondre à cette question, et il faut pas s'abonner dans l'idée que je vais suivre les gens parce que c'est déjà complet, je peux plus suivre les miens déjà, donc je suis désolé, mais non, je peux pas vous suivre. Alors, patient de 23 ans qui a une dysrégulation émotionnelle, on veut ajouter de l'Abilify parce qu'elle s'est automutilée. Qu'en pensez-vous? Bah, je vais vous faire les mêmes réponses à chaque fois. C'est dysrégulation émotionnelle, je sais pas. Alors, je crois que je me souviens de qui pose les questions, donc je crois que je vois à peu près le rythme, le cas. Et ben, de mémoire, si je me souviens bien, s'il y a de la paroxétine sur cette situation, l'Abilify va augmenter les concentrations. Enfin, la paroxétine va augmenter les concentrations d'Abilify, donc il faut faire gaffe à pas trop doser l'Abilify, on est d'accord? Moi, enfin, qu'en pensez-vous? C'est le standard de soins, honnêtement. Quand vous me demandez qu'en pensez-vous, il faudrait qu'on se mette d'accord, enfin, dans l'idéal, sur est-ce que c'est par rapport à ce que les psychiatres habituellement font, est-ce que c'est déconnant ou pas? Et du coup, là, la réponse est clairement non, ça fait partie des trucs que les psychiatres font. Est-ce que moi je ferais ça? La réponse c'est moi l'Abilify, je suis pas fan du tout. Parce que je trouve que ça marche pas trop sur des problématiques qui sont autres que de la schizophrénie. Et deux, je trouve que quand ça marche sur le long terme, ça marche pas, et que les chances que les gens prennent du poids sont largement plus élevées que les chances que les gens s'améliorent. Après, ça veut dire que ça veut pas dire que ça marche chez personne, mais c'est vrai que moi, dans mon algorithme, il est plus bas que chez certains psychiatres. Typiquement, moi, j'essaierais le lithium à faible dose avant de mettre de l'Abilify. Parce que sans connaître le patient, là, si on arrive à dire qu'il y a de l'Abilify, je vois pas en quoi sur le tableau clinique qui se fait dire on va mettre de l'Abilify, à mon avis, il marche aussi il peut se justifier aussi avec du lithium. Les études sur le trouble borderline et la pharmaco, elles sont dégueulasses, hein. Elles sont absolument dégueulasses. Donc, je pense que malheureusement, on peut juste pas s'en servir. On peut pas s'en servir. Il y a un cas je sais pas si vous avez vu, il y a le cas d'une patiente là, enfin d'une patiente qui en 2002 avait zigouillé 3 enfants. C'est 3 enfants dont un de 8 mois qui est en train de passer aux États-Unis. Et les gens ont un peu de mal à comprendre. Il y a la question, est-ce que c'est normal qu'on fasse ça? Et en fait, là, les jurys et le juge vont pas devoir décider si le psychiatre qui a suivi, ou les psychiatres qui ont suivi la patiente qui est accusée de meurtre, ils vont pas devoir décider si c'est bien ou pas de façon objective. Ils vont pas regarder si la prescription est pertinente, est-ce qu'on aurait pu optimiser sur le plan pharmaco, est-ce que les experts auraient fait pareil. Non, ils vont regarder si le psychiatre et les psychiatres qui ont suivi ont fait à peu près pareil que les autres, est-ce que si ça dévie complètement ou pas. Je vois que j'ai une bestiole. Ah, mon Dieu. Ah, j'aime pas ça. Et donc, et c'est pour ça d'ailleurs que quand il y a des fois des patients qui disent que c'est normal, c'est inadmissible que les gens font ça, je vais porter plainte. Ben, en fait, vous pouvez porter plainte, il va rien se passer. On est évalué sur le standard de soins, quoi. À tort ou à raison. Que pensez-vous des IMAO en add-on chez les patients bipolaires souffrant de dépression résistante, ayant essayé plusieurs traitements sans amélioration? Est-ce que ça vaut le coup d'essayer? Oui. Il y a aucune bonne raison de ne pas essayer les IMAO. La première mauvaise raison, à mon avis, c'est le régime alimentaire qui, en fait, peut être beaucoup plus lax que ce qu'on pense. Il faut bouffer une quantité de fromage, enfin, vraiment le vouloir, quoi. Pour faire ça, il faut vraiment le vouloir. Pour se faire une réaction à la tyramine. Là, donc là, les IMAO, le raisonnement, c'est que la tyramine est inactivée par une enzyme dans le tube digestif. Les inhibiteurs de la monoamine oxydase, ils inhibent cette enzyme. Donc, il va y avoir plus de tyramine, et la tyramine va aller déloger la noradrénaline, et du coup, il va y avoir
relargage de noradrénaline dans les synapses et ça va faire des réactions hypertensives. Et c'est ça la crainte, ok. Mais là, avec la bouffe qu'on a aujourd'hui, faut vraiment le vouloir, ok. Le moclobémide, j'ai testé 3-4 fois et franchement, ça sert à rien. J'ai vu des auteurs qui disaient que ça servait à rien et du coup, j'ai laissé tomber. Z-Drug, ETC, etc. Bah, il y a plein de trucs qui peuvent sédater. En fait, c'est compliqué de trouver des trucs pas sédatifs. Donc, franchement, là, vous pouvez demander à ChatGPT, dire quel psychotrope a sédation dans l'effet secondaire. Ça peut être du topiramate, ça peut être du Depakote. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. Donc, c'est vraiment les trucs qui sédatent. L'idée, c'est toujours de trouver quand on sédate les gens et qu'ils dorment pas, si on arrive à cibler autre chose en même temps. Donc, s'il y a une addiction à l'alcool et qu'ils dorment pas, paf, on met des pacotes, on peut peut-être faire les deux à la fois. Et c'est le problème avec les somnifères, zolpidem, zopiclone et zaleplon, là, s'il y en a qui sont pas français, c'est que bah, ça fait que ça, quoi. Tu vois, ça fait que ça. Alors le zolpiclone peut-être qu'il est métabolisé en un autre, en quelque chose qui est efficace sur l'anxiété, qui est un peu sérotoninérgique, etc. Mais c'est vrai qu'en psychiatrie, ça, pour moi, c'est plus un truc de médecin. En psychiatrie, c'est rare d'avoir des gens qui sont juste angoissés. Et du coup, si on peut mettre deux choses d'un coup, ben, c'est parfait. Donc la mirtazapine, par exemple, ça sédate. Et ça fait antidépresseur aussi, c'est parfait. Patiente qui présente parallèlement à son trouble panique de nombreuses manifestations d'aura épigastrique ascendante, parfois assez violentes, les soirs où le sommeil ne vient pas, en période de grande fatigue, de manque de stress. Je pense on va avoir un reflux. On n'a pas la suite. La suite arrivera après. Je pense ouais, j'ai pas la suite. Là, il y a quelqu'un que je connais qui est pas d'accord avec mes positions sur le traumatisme. Il faut vraiment pas hésiter parce que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, honnêtement, ça m'intéresse énormément. Et il faut pas hésiter à soit m'envoyer un mail, soit envoyer un message. Et moi, je vous file vous publiez un article sur le blog, hein, franchement. Et puis c'est parti. Hein. Enfin, vraiment, si on peut arriver à mettre ça en place, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Enfin, faut pas se priver, quoi. Faut pas se priver. Il faut partir du principe que il y a plein de gens qui sont pas d'accord et qui pensent que je comprends rien. On peut aussi ne pas être d'accord et j'ai un avis sans. En moyenne, quand je donne mon avis, c'est rare que j'y connaisse rien. Honnêtement, c'est rare. Enfin, donc, si jamais vous n'êtes pas d'accord, faut pas hésiter. Et comme ça, on discute et c'est parfait. Au pire, je change pas d'avis. Au mieux, je change d'avis. Et s'il y a au moins une personne pas d'accord, il y en a sûrement plusieurs. Donc, c'est parfait, quoi. Vraiment, faut pas hésiter. La doxazosine chez les femmes, ouais, après ça coûte pas très cher. Ça dépend des pharmacies, mais vraiment les pharmacies sont pris en étau avec la sécu, hein, il y a de ça. Le méthylphénidate peut être pris de manière discontinue. Moi, je suis pas fan. Honnêtement, je suis pas fan, mais ça dépend vraiment des terrains. Typiquement, moi, les patients qui prennent de façon discontinue, alors discontinue, ça dépend ce que c'est. Est-ce que c'est un jour sur deux? Est-ce que c'est une semaine avant les examens et après plus rien? Moi, là, je trouve où les gens, ça le fait sans problème, c'est les phénotypes. Quand je dis phénotypes, c'est les gens qui ont l'air d'eux. Les TDAH phénotype lunaire. Il y a vraiment des gens, tu les vois parfois dans la salle d'attente où ils sont dans la lune, quoi. Genre, c'est vraiment qui me parle. Et ceux-là, souvent, ils sont pas tout à fait conscients de ce qui se passe quand ils prennent la Ritaline, le méthylphénidate. Là, je trouve qu'ils voient pas vraiment l'importance de l'effet. Il y a les jeunes, genre les jeunes, je sais pas, moins de 14 ans qui s'en rendent pas trop compte. Et les patients version lunaire comme ça qui voient pas. Et chez ceux-là, ça me choque pas et ils le font naturellement de prendre la Ritaline, tu vois, parce que eux, ils voient pas trop d'intérêt. Mais quand ils conduisent, la famille leur dit bon, bah, c'est bien si tu fais ça quand même, quoi. Après, à partir du moment où le méthylphénidate a des effets de fin de dose ou des sevrages, alors sevrage qui soit tardif ou pas, c'est difficilement compliqué. Donc il y a des gens qui le prennent sur le plan de la régulation émotionnelle, c'est compliqué de faire des trucs discontinus. Hein. Le Parnat et Nardine, c'est la phénelzine et la tranilcypromine.
Je pense que je vais vous filer le lien et traduire et commenter un article sur le sujet, honnêtement, parce que c'est fait par des experts qui font ça juste mieux que moi. Donc, à partir du moment où il y a des gens qui font ça mieux que moi, que je connais, il y a plein de gens qui font ça mieux, mais je les connais pas. Mais là, j'en connais qui pour faire ça. Il y a un article sur le sujet, quoi. Donc, je peux vous ramener ça. Je vais vous ramener ça. Bromazépam, 24 mg par jour depuis 20 ans chez une personne de 65 ans, ça la stabilise. Un problème? Bah, franchement, moi, je pense ça. Moi, je pense pas. Je vois pas pourquoi il faut s'emmerder. Je pense qu'on peut essayer de baisser la dose. 24 mg par jour, ce serait élégant de faire un petit dosage plasmatique pour s'assurer que, il y en a pas, que par hasard, c'est pas juste éliminé très vite. Ce qui pourrait expliquer les doses. Après, en moyenne, sur ce genre de terrain, vous pouvez essayer de diminuer. Ça dépend beaucoup de la personne. Si jamais la personne angoisse à mort, est-ce qu'il faut se battre de fou? Parce que ça, c'est vraiment un truc, je pense que les gens, enfin, que moi je fais en tout cas, si je me lance dans une diminution, faut évaluer les probabilités d'avoir une diminution significative. C'est-à-dire que si je passe de 24 à 22 mg, donc ça va, c'est du bromazépam, donc à 21 mg, est-ce que vraiment ça vaut le coup de se battre et de passer des plombes à essayer de baisser machin et de la convaincre, etc., etc. Peut-être que oui. Si jamais je sais que je pourrais pas de toute façon l'arrêter et que je vois que la patiente est réfractaire de dingue, est-ce que je dois me battre à fond? Je sais pas. La question se pose sur les antidépresseurs. J'en ai plein. Ils ont pris, ça va mieux. Ils ont arrêté, ils ont chuté, ils ont repris. Hop, c'est fini. Ils ont chuté, je sais pas combien de fois. Là, ils veulent le garder. Ils sont à 200 et ils sont stables. Et du coup, il y a des gens qui disent, bah, est-ce qu'on n'essaye pas de baisser? Et là, c'est une vraie question parce que s'il n'y a pas d'effet secondaire, que tu es sûr que tu ne pourras pas l'arrêter, est-ce que tu veux te battre pour passer de 200 de sertraline à 175? Est-ce que vraiment tu veux t'emmerder à faire ça? Je suis pas sûr. Et du coup, moi, je le discute comme ça avec les patients, tu vois. Encore une fois, quand les gens sont sous antidep pour sans raison et qu'on n'a jamais essayé d'arrêter, que la prescription est pas bonne, etc. Bon, bah là, tu l'arrêtes. Mais chez les gens qui ont une maladie mentale, qui ont essayé de l'arrêter, qui peuvent pas, de toute façon, est-ce qu'il faut chercher à tout prix à baisser le traitement le plus bas possible? Je suis pas sûr. Ce qui n'est pas pareil si tu mets de la chimio, on est d'accord. Ce qui n'est pas pareil si tu mets du lithium. Le lithium, si tu peux grappiller un quart de comprimé, en moins, tu le fais. C'est toujours mieux si les gens sont équilibrés pareil après. Sur la sertraline, est-ce que tu veux t'emmerder? Je sais pas du tout. Je suis pas sûr. Je dois absolument arrêter de fumer car j'ai remarqué que ça me provoque de l'anxiété. Est-ce que je peux essayer le bupropion avec la fluoxétine 20 mg ou pas? Eh ben non. Vous pouvez essayer le Champix. Honnêtement, c'est bien d'arrêter de fumer. C'est essentiel d'arrêter de fumer. Il faut arrêter de fumer. C'est vraiment aussi simple que ça. Ça doit être un combat quotidien qu'il faut se lancer maintenant parce que ça va prendre du temps. Donc c'est comme apprendre à la guitare. Okay, il faut pas attendre d'être motivé, il faut bouger, il faut se battre tous les jours. L'homme est capable de fumer, l'homme est capable d'arrêter de fumer aussi, il n'y a aucun doute sur ça. Et concrètement, la fluoxétine va augmenter les concentrations du bupropion. Non, le bupropion va augmenter les concentrations de la fluoxétine. La fluoxétine inhibe le 2D6, le bupropion passe par le cytochrome 2B6. Là, c'est les enzymes qui sont impliquées dans l'élimination des traitements. On est d'accord, qui sont des trucs ancestraux. On a pris ça et ça a évolué pour dégager toutes les merdes qu'il y avait. Donc en fait, c'est des enzymes qui datent pas d'hier. Et le problème, c'est que quand il y a le bupropion, quand il y a le bupropion, la fluoxétine va s'éliminer plus lentement. Alors là, le risque c'est de faire un petit peu trop de fluoxétine. Donc probablement qu'il faut diminuer la dose de fluoxétine, okay, parce que ça risque d'être un petit peu trop d'un coup. Mais à mon avis, pour arrêter de fumer, il faut commencer par le Champix. C'est d'une efficacité redoutable, le Champix. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. En plus, tu peux en parler après avec les patients, parce qu'il y en a qui disent, bon, ça me donne la gerbe, mais j'en fume quand même, tu vois. Enfin, vraiment. Hein. Ok. Comment approches-tu un cas clinique TDAH, TOC? C'est un peu les opposés. Ben moi, je trouve pas, mais c'est parce que moi, j'ai pas. Je pense que j'ai pas du tout les mêmes ces maths-là. Donc, il y a des gens, je pense connaître, je pense comprendre, je pense imaginer, tu vois, comment ils fonctionnent un peu. Et moi, le TDAH, c'est-à-dire qu'il y a un moment où je dis plus que c'est un TDAH, je dis que c'est quelqu'un qui est sur la conscienciosité pas très bon, tu vois. Et il lâche vite les trucs qui l'intéressent pas, il a pas vraiment de rigueur.
il a du mal à persévérer. Et il faut des gens comme ça, hein. Tu vois, il faut des gens comme ça. Si t'arrives, tu vois, tu vas dans la plaine ancestrale et que tu arrives dans un champ et que tu commences à tout bouffer et qu'il n'y a plus rien, il faut quelqu'un, il faut des gens qui sont suffisamment vite lassés pour aller chercher d'autres sources avant qu'il n'y ait plus rien, tu vois. Parce que si tu es que avec des gens qui sont et qui testent jamais des nouveaux trucs, tu vas arriver, t'auras plus de ressources et t'auras pas de plan B, et tu vas crever comme un con. Et il y a des gens qui sont comme ça, et maintenant on les fout TDAH, mais il y a des gens qui sont naturellement avec ces problématiques-là, typiquement, moi je les vois comme ça, les gens toqués, je les vois aussi comme ça. Il y a des gens qui ont un TOC, genre trouble obsessionnel compulsif, qui peut se développer sur des personnalités un petit peu obsessionnelles, ok. Chez les médecins, c'est très fréquent. Il y a aussi des gens qui ont un fonctionnement obsessionnel majeur, et tu peux vite te dire, ça, en fait, ils ont un TDAH parce qu'ils n'arrivent pas à faire tout ce qu'ils voudraient faire, mais ils essayent de gérer 50 000 informations cognitives, ils ont 50 exigences simultanées à faire, et du coup, ils n'arrivent pas à suivre. Donc moi, honnêtement, je trouve pas. Je trouve que le TDAH et le TOC se développent en moyenne sur des personnalités assez différentes qui sont presque à l'opposé, honnêtement. Quand vous peut-être qu'un peu j'ai peut-être lu la question un peu trop vite, mais donc évidemment, moi je pense que c'est l'opposé, et du coup, que ce soit sur la thérapie ou, enfin, c'est vraiment l'opposé, quoi. Le TDAH, il faut qu'il fasse des efforts pour essayer d'être plus consciencieux, et de trouver des contrôles externes, les rappels, etc., etc. Et le TOC, il doit faire des efforts pour l'être un petit peu moins. Sur la pharmaco, effectivement, ça se ressemble pas trop, parce que c'est plutôt même l'inverse. Il y a des gens qui le TDAH, c'est plus dopamine, noradrénaline, et sur le TOC, c'est plus sérotonine. Donc effectivement, c'est un peu opposé. Il faudrait que je fasse un cas clinique de TDAH à force, au TOC. Et le TOC, c'est vrai que pour moi, il y a différents types de TOC, mais les TOC les plus problématiques, c'est les TOC avec des gens qui ont des difficultés cognitives. Il y a des patients qui n'arrivent pas à intégrer que, en fait, s'ils font les compulsions, c'est de pire en pire. Et cela, le pronostic est quand même assez compliqué, je trouve. Alors, patiente de 19 ans, diagnostic TSA il y a 1 an, entrée en médecine, troubles neurofonctionnels depuis janvier, convulsions quotidiennes pendant 4 mois. Donc j'imagine des convulsions qui ne sont pas des convulsions. Hospitalisée, des crises convulsives non épileptogènes, quoi. Hospitalisé en médecine interne, pas d'épilepsie, ok. Maintien du diagnostic, trouble neurofonctionnel. À la suite d'une crise, amnésie des 4 derniers mois de sa vie. A pris depuis décembre 200 de sertraline pendant 4 mois. Pas de baisse de l'anxiété. Passage à 300 mg de kétiapine et 50 de laroxyl pendant 2 mois. Là, je sais pas si ça a été fait d'un coup, mais on a 200 de sertraline pendant 4 mois. Puis 300 de kétiapine et 50 de laroxyl pendant 2 mois. Je sais pas si tout est en même temps ou pas, mais pourquoi pas. Anxiété plus et troubles du sommeil. A aussi testé du lorazépam. Bref, plus d'idées pour l'aider. Là, j'imagine qu'il faudrait baisser. Alors là, il faut un petit dosage plasmatique, on est d'accord, parce que 200 de sertraline, 300 de kétiapine, ça fait rien. C'est pas impossible qu'elle métabolise vite. Faut s'assurer qu'elle les élimine pas vite. Donc là, c'est dosage sertraline et dosage kétiapine et laroxyl dans le sens pas compliqué. Ça sert à rien de faire un génotypage si jamais du 3 à 4 là, parce que c'est celui-là qui est le plus suspect. Si jamais la patiente devait avoir des concentrations faible de ces molécules, le génotypage après, il est bien, parce que le 3 à 4, si jamais les gens métabolisent très vite, on veut être content d'être au courant, parce que il y a la moitié des médicaments qui passent par cette enzyme-là, donc c'est bien si on le sait. Okay, ça fait partie des situations où je pense que ce serait bien. Il y a dans votre question, à mon avis, il y a la question il manque qu'est-ce qui est pris encore ou pas. Parce que là, clairement, les 200 de sertraline, pour moi, soit ils servent, soit ils dégagent. Si on l'a dosé, parce que la sertraline, si jamais il y en a pas beaucoup dans le sang, on peut monter, tu vois. Enfin, je pense qu'il faut, quand on est là, moi, quand je suis au dose max de médoc et qu'il y a 0, je fais un dosage plasmatique. Franchement, ça coûte pas cher. Quand je dis il y a 0, c'est on est à la dose max du Vidal. Il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'efficacité. Je fais un dosage plasmatique parce qu'il faut qu'on soit au courant. Sinon, c'est un coup à perdre 6 mois. Ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive. Après, la kétia et le laroxyl,
le souci, c'est que effectivement, si jamais il y a tout ça en même temps, c'est un petit peu problématique. Le Laroxyl en psychiatrie, c'est à 50 milligrammes là, c'est un peu noradrénergique aussi. Je sais pas si c'est très pertinent, honnêtement. Et là, en fait, il manque un diagnostic, quoi. Il manque un diagnostic parce que du coup, c'est de l'anxiété, troubles neurologiques fonctionnels, c'est un diagnostic, mais c'est vrai que ça nous aide pas vraiment à côté. Après, on peut mettre plein de trucs, hein. On peut mettre de l'olanzapine parce que l'olanzapine, c'est pas du tout métabolisé pareil que la kétiapine, donc c'est le même truc. Sur le court terme, en tout cas, ça se ressemble beaucoup. Mais c'est pas du tout la même voie d'élimination, donc ça permet de check ça. Il y a des fois des gens qui kétiapine, tu mets 600, ça fait rien, tu leur mets 5 mg dans l'olanzapine, ils dorment 3 jours. Mais là, je pense qu'il manque un diagnostic, hein. Il manque un diagnostic. Il manque le poids, vu le sommeil, moi typiquement, c'est le genre de patient, je fais un test d'apnée du sommeil, de principe. Et puis voilà, quoi. Je sais pas trop. Parce qu'après, sur l'anxiété, on peut mettre plein de trucs, mais on peut mettre un tricyclique. Parce que là, pour le coup, le Laroxyl, faut soit monter la dose, soit mettre de la clomipramine. On peut mettre, je sais pas moi, de la prégabaline, du Neurontin. Enfin, on peut mettre plein de trucs, mais là, il vous manque quand on dit TSA, faut qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de TDAH à côté. Est-ce qu'il y a des symptômes menstruels, etc., etc. Cas d'échappement du Prami, est-ce que tu as déjà tenté? Alors moi, le problème de Pramipexole, c'est pas l'échappement, c'est vraiment la tolérance. Franchement, je pousse niveau tolérance, des fois c'est bien, alors des fois il y a des nausées qui sont ingérables. Et du coup, oui, on a tenté la rotigotine quelques fois là. C'est bien, hein, franchement. Clara, elle en a un, je crois, où c'est le patch matin, midi, puis le soir, il y a encore autre chose, c'est un mélange, il y a un peu de Prami, un peu de rotigotine, c'est pas mal. Ouais. Ouais, on a tenté, il faut tenter, je pense qu'il faut tenter. Typiquement, moi, quand je m'en sers, c'est quand le Prami marche, mais la tolérance est pourrie, on voit qu'on a besoin d'un peu d'agoniste des trois là, et du coup, on tente, on insiste, quoi. On insiste, à mon avis, il faut. Paroxétine, impact sur la santé, c'est toujours le même. Enfin, c'est pas toujours il y a le vrai problème des antidépresseurs, à mon avis, pour moi, c'est le vrai problème, c'est que ça marche pas très bien en moyenne. Voilà, ça marche pas très bien en moyenne. Il y a pas beaucoup d'effets secondaires sur le court terme, donc c'est prescrit largue à manu. Et pour moi, le vrai problème, c'est ça. Je pense pas qu'on ait de données qui montrent qu'il y a une toxicité cardiaque ou hépatique de la paroxétine. Vous pouvez avoir des gens qui prennent de la paroxétine et le foie qui flambe, mais vous pouvez aussi avoir des gens qui prennent pour la première fois des cacahuètes et qui ont le foie qui flambe aussi. Donc, à mon avis, ce genre de problème, il y a des problèmes en psychiatrie, hein, mais le vrai problème de la paroxétine, c'est la libido, le poids machin. Ça marche pas très bien. Quand ça marche, c'est jackpot. Et moi, il y a des gens, honnêtement, ils sont là. Qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, t'as arrêté. Mais en fait, quand ça marche, quand ils sont sous sertraline et quand la sertraline marche, je veux dire, il y a des gens qui ont galéré pendant 15 ans et qui sont nickel avec 100 mg de sertraline. Pour moi, tu touches pas, tu t'emmerdes pas, quoi. Parce que clairement, le bénéfice-risque, il est majeur. Les antidep, quand ça marche, niveau effet secondaire, c'est jackpot parce que, encore une fois, en moyenne, ça se passe plutôt pas mal, quoi. Combien de temps tu te donnes avant de juger de l'effet quand tu mets mémantine ou Dansetron? Moi, je mets plutôt 2 mois, hein, honnêtement. Je mets 2 mois parce qu'on n'a pas 50 cartouches. Qu'en moyenne, le TOC, il est pas. Si j'en suis là, c'est pas le TOC qui est urgent. Parfois, le TOC est pas géré sur le plan de l'humeur et du coup, l'humeur est urgente. Mais le TOC lui-même, on est rarement sur un truc qui doit être urgent. Donc, moi, je mets 2 mois parce qu'on veut pas dire que ça marche pas ou que ça marche et qu'il faut monter la dose alors que ça aurait pu marcher en décalage. Mais dans les études, c'est plus court, hein. Dans les études, c'est plus court. Trouble panique ultra résistant avec développement de phobie sociale, plusieurs traitements depuis 20 ans. Actuellement, introduction de la sertraline avec paroxétine, 40 mg paroxétine plus sertraline à 50, plus alprazolam 3 mg plus alvocardine. Ouais. Du coup, là, il y en a 2 en même temps. Il y a 2 antidep en même temps. Alors, pourquoi pas, hein? Mais c'est vrai qu'il y a une petite redondance. Alors là, c'est pareil, il y a des pharmacos, ils vont te dire 40 mg de paroxétine et 50 de sertraline, c'est dégueulasse. Je préfère avoir 60 de paroxétine, tu vois, pourquoi pas. Ou alors 150 de sertraline.
Et puis il y a des gens qui vont dire, bah non, non, les deux font des trucs différents. Ils ont en commun l'inhibition de la sérotonine, ok, de la recapture, mais ils ont aussi d'autres propriétés à côté. Ils sont pas transposables et du coup, plutôt que d'en essayer un puis l'autre, je fais les deux à la fois. Alors, est-ce que tu as tes études pour justifier de ça? Non. Est-ce que tu les auras un jour? Non. Est-ce que c'est complètement déconnant, autre que nous, on a comme réflexe de dire faut qu'il y ait un antidépresseur parce que le médoc, ça n'a pas vraiment de sens non plus. Mais il y a des gens qui tiqueraient éventuellement là. Alprazolam plus salvocardil et après demande personnelle auprès du médecin traitant d'arrêter la myocérine. Donc là, j'imagine qu'il y a de la myocérine au milieu. Ma demande indiquée à ma médecin qu'il faudrait diminuer la paroxétine pour augmenter la sertraline. Bah, du coup, il y a de la il y a de la myocérine au milieu. Bon, là, il y a pas mal de trucs, mais j'imagine baisse paroxétine à 37, augmentation sertraline à 75, plus la vaccine. Ouais, là, il y a plusieurs. Là, il y a un peu une sauce de plusieurs molécules. Alors, sur le plan pharmaco, moi, ça me dérange pas. Peut-être moins que d'autres. Le souci, c'est quand il y a plusieurs molécules et qu'on tripote en même temps, on n'a pas la moindre idée de qui fait quoi. Donc, si jamais les gens ont des effets secondaires, on ne sait pas trop qui fait quoi. Et si jamais les gens vont mieux, on ne sait pas trop non plus. Est-ce que c'est la baisse de l'un? Est-ce que c'est l'augmentation de l'autre? Donc, c'est vrai que là, moi, celle-là, j'ai l'impression de voir un créneau où, en fait, il n'y a peut-être pas la place dès le début, quoi, et tu galères longtemps. L'alvocardil, si ça marche pas, je ferai gaffe. Parce que l'alvocardil et paroxétine, il y a peut-être une interaction cinétique et c'est quand même, enfin l'alvocardil, je trouve c'est un bon exemple. On dit qu'on peut soigner la dépression avec des molécules qui inhibent la capture de la sérotonine. Quand ça marche pas, on dit qu'on peut mettre des molécules qui inhibent la capture de la noradrénaline aussi. Et à côté, on met et on dit que ça marche pour l'anxiété. Et à côté, on met des trucs qui bloquent le signal noradrénergique de façon centrale, comme l'alvocardil là, le propranolol. Donc c'est vrai que moi je suis pas un méga fan. L'alprazolam 3 mg, c'est pareil, si ça marche pas, je le virerai parce que je vois pas comment tu vas pouvoir faire de la thérapie du trop panique. Et après, moi, enfin vraiment, j'essaye de pas trop faire ça, mais moi, dans les gens qui ont des troubles anxieux de malade, et en fait, on trouve un trouble, une maniaco-dépression, il y en a un paquet, hein. Il y en a vraiment un paquet. Il y a, je sais pas combien de patients qui rentrent là-dedans, quoi. Donc, à mon avis, le réflexe, c'est et dans ceux qui ont ça et qui ne répondent pas du tout aux antidep, voire qui s'aggravent, il y en a quand même quelques-uns aussi. Donc, à mon avis, là, c'est le raisonnement, c'est bon, ben, c'est quoi, à quel point on est sûr qu'il n'y a pas de problématique thymique, parce que sinon, là, ça ressemble à un truc où il faut pouvoir faire le deuil des antidep, hein, à chaud comme ça. Je sais pas si, euh, je sais pas s'il faut pas que je mette stop, je pense. Avant de répondre aux questions. Ensuite, je pense. Ouais, parce que sinon, vous allez vous faire avoir. Perte de confiance. Ouais, alors ça, enfin, moi, vous savez, j'ai des gens qui viennent me voir et qui ont une perte de confiance aussi parce que bah ça marche pas. En plus, moi, ils arrivent avec, c'est un peu à double tranchant. Il y a un effet placebo de dingue. Oh là là, il a l'air expert. Et puis il y a aussi, bah, en fait, ça va pas mieux. Tout ça pour ça. C'est quoi ce bordel? Et le psychiatre est payé pour vous supporter. C'est-à-dire que si vous avez une perte de confiance et que vous pouvez, enfin, c'est à lui qu'il faut le dire. Vous voyez, c'est une relation qui normalement est censée être suffisamment authentique pour qu'il y ait un peu de changement, mais suffisamment factice pour que ça puisse merder et se continuer. Parce que moi, il y a des patients, clairement, si mes potes se comportent comme ça avec moi, bah, je me casse direct, tu vois. Et donc, en fait, là, la solution, à mon avis, c'est pas de chercher les avis d'un autre type. En l'occurrence, moi, moi, mon conseil, c'est de lui dire, bon, bah, j'ai pas confiance, qu'est-ce qu'on fait? Et de voir comment il gère. S'il vous dit, bah, j'en ai rien à foutre de toute façon, bah, c'est une relation qui marche pas, faut se casser. S'il vous dit, bah, franchement, je suis un peu perdu, on va demander à quelqu'un d'autre. Ça vous, il y a une porte de sortie. Et deux, à force de pouvoir dire
à votre psychiatre ou vos thérapeutes qu'il y a un truc dans la relation qui va pas et de se rendre compte qu'il est capable de l'encaisser et de modifier la relation avec vous pour corriger le truc, eh ben, ça vous fait des compétences interpersonnelles qui se développent petit à petit. Donc, à mon avis, quand il y a une perte de confiance, faut le dire. Quand vous trouvez que le psychiatre est nul, faut le dire. Soit il faut se casser, soit il faut travailler les relations. Mais je pense que c'est un piège que d'aller demander des idées ailleurs parce que faudrait vraiment. Je connais pas de psychiatre excellent au point de pouvoir répondre pertinemment à des questions comme ça qui vous concernent, quoi. Je pense pas. Donc moi je réponds parce que c'est des trucs qui sont valables pour tout le monde, à mon avis. Donc là, par exemple, la paroxétine plus la sertraline plus l'avant-lafaxine, ben, l'avant-lafaxine, c'est métabolisé par le 2D6, donc la paroxétine va faire qu'il y a plus devant la faxine, donc ça va peut-être faire beaucoup d'un coup, mais quel que soit le terrain, mais sur qu'est-ce qu'il faut faire après, moi, mon conseil, c'est vraiment d'aller discuter avec le psychiatre. Vous avez enfin, en moyenne, c'est rare d'avoir des psychiatres qui sont des vrais connards, honnêtement. J'ai vu des psychiatres avec lesquels j'étais pas d'accord, et j'ai vu aussi des psychiatres que je considérais pas bien, mais avec le recul, c'était aussi porté par le fait que moi j'étais persuadé d'avoir raison et de tout faire bien. Là aujourd'hui, il y a des psychiatres que je pense on peut facilement considérer comme étant pas bien, mais si on passe un peu de temps avec eux, c'est beaucoup plus nuancé. C'est à mon avis, faut y aller, quoi. Faut essayer de débloquer ça avec le psychiatre parce que si avec plusieurs psychiatres ça se développe pas, bah, il faut arriver à choper, faut arriver à développer un peu les compétences interpersonnelles. Il y a des gens, et c'est vrai, hein, enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont très malades, mais qui sont tellement désagréables avec les soignants que ils peuvent même pas se faire soigner. Tu vois, ils crispent, ils énervent les autres, ils énervent les soignants aussi. Enfin, il y a de ça, hein, je veux dire, on le voit. Donc ça, c'est la version terrible. Mais en moyenne, quand vous n'avez pas confiance, soit objectivement, il y a de quoi pas avoir confiance et il faut se casser, soit bah il y a des incompréhensions, il y a des trucs qu'il a mal fait, des trucs que peut-être vous avez pas bien dit, et faut le bosser, quoi. Franchement, faut le bosser, faut le bosser. Quand le système nerveux est en état d'hypervigilance, de survie, d'alerte permanent, quelles sont les meilleures molécules pour apaiser le patient? Bah moi, de mon expérience, j'ai pas vu de gens comme ça autres que en secteur. J'ai pas vu de gens avec le système nerveux en état de survie autre qu'en secteur, ne serait-ce que parce que ça demande une réserve énergétique euh, qui est difficilement tenable sur la durée. Ok. Et donc moi, typiquement, c'est des gens psychotypes ou maniaques. À partir du moment où on dit le système de survie est en jeu, je pense que c'est un truc suffisamment fort pour que ce soit iatrogène. C'est-à-dire que soit le système de survie est effectivement activé et ça va pas durer longtemps parce que en dehors de problématiques psychotiques, etc., ça ne peut pas durer longtemps. Mais du coup, il faut s'en inquiéter. Soit le terme est un superlatif, et dans ce cas-là, il faut pas se planter, parce que si on dit qu'on est en système de survie et qu'on essaie de gérer un truc comme si c'était de la survie, et que ça ne l'est pas, et ben on va passer à côté du truc. Si vous arrivez en réa et que l'interne il vous dit, OK, il est en état de choc, et que le senior il débarque en courant parce que il s'attend à un type qui est en train de crever, alors qu'en fait l'interne n'a juste pas utilisé les bonnes définitions, ben les deux peuvent même pas communiquer. Donc là, pour moi, là, typiquement, je vous fais le truc à chaque fois. Quand vous dites système de survie, c'est des mots de la pop culture. Je reviens sur le terme. C'est pas, ça veut pas dire que c'est mal. Les Pokémon, c'est la pop culture. Les Beatles, c'est la pop culture. Il y a plein de trucs de la pop culture qui sont bien. C'est pas un jugement, à mon avis. Ça ne veut pas être un jugement, on pourrait dire que c'est un jugement, mais ça veut dire que c'est des termes qui sont maintenant ne se suffisent plus et qui sont pas précis. Donc moi, je vous encourage à préciser. Donc typiquement, ça voudrait dire j'ai le pouls à X, ça fait X heures que j'ai pas dormi, j'arrive pas à manger, j'ai la diarrhée, je sais pas quoi. Mais hypervigilance, ça veut plus. Moi, je sais pas trop ce que ça veut dire. Et souvent, c'est mésusé, je trouve en tout cas, parce que bah, c'est quand même pas fréquent. Enfin, c'est vraiment pas fréquent.
C'est vraiment pas fréquent. Si les glaçons dans le cou, ça marche moins bien que de mettre la tête dans la flotte, hein. La tête dans la flotte, ça déclenche le réflexe de plonger. Faut que le corps pense qu'on est dans la flotte et en fait, immerger la tête suffit. La tête dans l'eau froide, ça marche beaucoup mieux que les glaçons derrière le cou. Les glaçons derrière le cou, soit ça marche dès le début et c'est un coup de bol, soit ça se fait une fois que la tête dans l'eau froide a marché et après vous diminuez petit à petit l'intensité de l'exposition. Après, c'est un grand d'eau froide, etc. pour que le cerveau fasse la transition et vous soyez conditionné. Mais c'est plus la tête dans l'eau froide. Et dans le trouble borderline aussi, vous pouvez avoir des gens qui sont en mode, qui démarrent sur le plan de l'angoisse comme pas possible sur des réactions, des trucs interpersonnels qui paraissent bénins, quoi. Et là, effectivement, oui, là, j'ai vu des patientes qui sont mal, parce que souvent, c'est des patientes, je pense pas être sexiste, qui sont mal, c'est impressionnant. J'ai failli oublier. Suivi biologique des paramètres métaboliques soit justifié pour un patient sous duloxétine. Moi, je ferai une fois par an, honnêtement. Après, ça se discute vraiment. Ça dépend un petit peu de la tronche du patient. S'il n'y a pas de poids, je sais pas si je m'emmerderais vraiment. Après, moi, les patients que je suis en moyenne, ils sont en surpoids, ils fument, ils mangent pas très bien. Donc, de toute façon, je le fais une fois par an. C'est vrai que je me pose pas trop la question. Est-ce qu'il sert vraiment ce suivi métabolique? Je suis pas sûr non plus. Parce qu'on voit le cholestérol qui monte, les gens font pas vraiment de choses différentes, on met pas de statine. Donc, à mon avis, c'est genre une fois par an à tout casser. Et si le médecin, j'ai dit, on va faire ça 2 fois par an parce que vous êtes gentil, mais on n'a pas de thunes, on va arrêter de faire des bilans n'importe comment. Ça se défend largement. Ça se défend largement. Le problème de la kétiapine et des neuroleptiques, c'est qu'on peut ne pas prendre 1 kilo et développer un diabète de dingue. Il y a des médecins G qui vous diraient, mais en fait, si on prend le diabète 1 mois ou 2 mois ou 6 mois avant, ça change pas grand-chose. Et du coup, on pourrait faire les bilans tous les 2 ans, ça passerait bien. Ça se discute, hein. Mais non, je pense pas que ça fasse partie des trucs où il faut surveiller à tout prix. Après, et dans l'autre sens, si les gens prennent du poids, le bilan métabolique, il sert à rien. Il y a des gens qui prennent un poids de dingue, et puis la prise de sang est bonne, mais en fait, la prise de sang, on s'en fout, hein. Alors, je reviens sur la question. Patiente qui présente parallèlement à son trouble panique de nombreuses manifestations d'aura épigastrique ascendante, parfois assez violentes. Les soirs où le sommeil ne vient pas, en période de grande fatigue, de manque de sommeil, stress. Je pense normalement, à la lamotrigine. Vous m'avez fait faire le grand écart, là. Mais défi de diagnostic différentiel, trouble panique primaire unique, épilepsie focale, passé aperçu ou inaperçu d'une concomitance des deux. Moi, j'allais penser à un reflux gastro-œsophagien. Là, le neuro, il sait faire la diff, hein, honnêtement, surtout si c'est fréquent comme ça, hein. Le problème, c'est que la lamotrigine sur l'anxiété pure, honnêtement, je trouve que c'est pas dingo du tout. Mais encore une fois, vous allez pouvoir trouver des gens qui s'améliorent sur l'anxiété parce que ils ont des problématiques d'humeur en dessous et c'est bon. La lamotrigine sur le mode au pire il y a un peu d'épilepsie, on fera les deux d'un coup. Je pense que c'est bien en mode médecine de guerre, tu vois, si t'es genre sur le champ de bataille et que t'es tout seul, que t'as 0 examen ou que t'es en France et que t'as plus de médecin, je pense que c'est bien. Dans l'idéal, faut aller chercher le diagnostic quand même. C'est vrai qu'à mon avis, c'est important. C'est vrai que je suis pas fan de ça. Après, le caractère vespéral du truc fait plus penser à de l'angoisse que de l'épilepsie. Mais bon, on peut tous en faire les deux en même temps. Mais dans le doute, moi je trouve que les médecins, les psychiatres, moi compris, ils ont une sensibilité assez faible. C'est-à-dire que il y a de la neuro qu'on voit pas passer. Donc quand on se dit, est-ce que c'est pas neuro, je pense qu'il faut y aller. Vraiment, faut pas trop réfléchir de questions. Donc vous l'envoyez en neuro. En plus, il y a des trucs, le psychiatre peut hésiter pendant des mois, le neuro il vous claque le truc en 3 secondes. Pareil dans l'autre sens, hein, il y a des neuros, on sait pas trop ce qu'ils font. En fait, le psychiatre, ça va peut-être sauter. Donc ouais, à mon avis, dans le doute, vous balancez au neuro. Ouais, vous avez vu un éclair là. Alors, zéro demande d'analyse sanguine, ECG, n'est rien fait, baisse privée encore par oxétine, plus 1 semaine. Validation. Ouais, mais oui, mais il y a plein de
Enfin, il y a, moi, il y a des gens, ils disent, moi, j'ai des gens qui sont partis du truc, où j'ai vu un avis Google en disant, il a même pas fait ça, incompétence crasse, n'a pas suivi les recos de la HAS. Et du coup, il y a des gens qui sont persuadés que je suis nul à chier parce que j'ai pas fait les recos. Et donc, en fait, il y a rien que vous puissiez dire qui permet de se dégager du problème. Ben, en fait, s'il y a un truc que le psychiatre vous fait pas, faut lui dire, quoi. Il faut lui dire. Parce que s'il y a un truc que le psychiatre fait pas, vous n'arrivez pas à lui dire. Imaginez quand ça va être le conjoint ou je sais pas quoi. Et si vous lui dites, et que vous savez pas le dire et que ça merdouille, ben, parfait, ça fait un truc à bosser. Tu vois, ça fait un truc à bosser. Mais il y a besoin de cette confiance. Sinon, c'est même pas faisable, franchement. Sinon, faut tomber sur le bon médoc d'un coup. Paf, c'est pas bon. Et c'est comme les relations. Enfin, c'est une relation entre deux humains. Donc, je veux dire, c'est comme un couple. Hein, tu vois, soit tu tombes sur la femme parfaite dès le début, soit bah, quand ça se passe pas bien, tu te casses. Et tu continues les trucs comme ça jusqu'à te rendre compte que en fait non la personne idéale parfaite elle n'existe pas, elle est pas souhaitable. Soit eh ben quand ça merde tu bosses le truc et puis petit à petit tu t'en sors quoi. Mais c'est comme ça, enfin c'est ça qui se passe. Moi il y a des patients il y a des patients qui sont pas contents de ce que je fais et je veux dire ça m'est arrivé tout à l'heure. Je veux dire ça m'est arrivé il y a une heure quoi. Euh, où il y a une patiente qui me dit bah écoutez moi je suis pas satisfait de l'évolution du suivi et j'ai fait ben moi aussi vraiment je suis pas satisfait du tout. Je pense qu'entre ce que vous attendez et ce qu'il y a un décalage de dingue. Vous avez fait la route etc. Enfin tu vois il faut pouvoir en parler quoi, sinon c'est mort, sinon c'est mort. Paroxétine et méthylphénidate c'est possible, hein, il n'y a pas de contre-indication particulière particulière. Est-ce qu'il y a un IMAO que vous préférez? Sinon, est-ce qu'un psychiatre bon, moi, j'y vais avec la phénelzine, mais il y a un peu de différence entre les deux, effectivement. Enfin, il y a une différence entre les deux. Est-ce qu'un psychiatre libéral peut prescrire les IMAO? Oui. Oui, 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 il peut prescrire. C'est en accès compassionnel. Ça se fait sur e-Saturne. C'est le site 1. Il faudra que je mette une capture d'écran. C'est surréaliste comme il pue la merde. On est vraiment sur Windows 95, quoi. C'est un truc de malade. Mais oui, oui, c'est possible, hein. C'est possible. Et c'est la pharmacie de l'hôpital qui le délivre. Plus simple, c'est d'appeler la pharmacie d'hôpital et puis qui l'accompagne un peu là. Voilà. Donc je reviens pas, mais effectivement, si vous n'avez pas confiance, ça va être compliqué. On peut avoir des gens qui s'améliorent sans avoir confiance, mais à mon avis, c'est compliqué. C'est compliqué. Ta. Pareil qu'il y a un numéro qui peut être très bien pour TDAH, toxyligine. Oui, parce que c'est métabolisé un peu en amphétamine, mais la dose est pas très 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 élevée, hein. Il n'y a pas beaucoup d'amphétamine là. C'est la séléginine, hein. Ce qui est un métabolite, mais c'est pas terrible. Et puis il y a de la L-amphétamine, donc c'est pas très efficace de toute façon. Nous on a de la D-amphétamine, on est d'accord. Plutôt premier au lithium pour dépression résistante après avoir essayé énormément de médocs. Bah, plutôt lithium et en premier, on est d'accord, hein. Le lithium gagne sur le long terme et le premier gagne sur le court terme. Donc je pense qu'il vaut mieux prendre le lithium. Euh, et je vois pas trop de situations où les gens diront Prami plutôt que lithium, quoi. Sauf si on est, voilà, moi, il y en a, écoutez, vous démerdez, mais sinon, moi, j'ai tout préparé. Je suis pas là dans 6 mois, dans 3 mois, dans 2 semaines. Bon, bah, peut-être qu'on met le Prami en premier, mais. Ok. Pop. Peut-on prendre une supplémentation de fer pour problème de fatigue persistante, même si le taux est normal? Oui, c'est une bonne question. Je pense que là, c'est comme si vous me demandez si j'aime le fromage ou la raclette. Les taux de fer plasmatiques sont pas les taux de fer cérébraux. Et moi, je trouve qu'en psychiatrie, enfin, il y a plein de femmes qui s'améliorent avec une ferritine faible qui s'améliore sur le plan de la fatigue de façon radicale. Alors, il y a des études qui montrent qu'il n'y a pas vraiment de corrélation. Le fer, c'est dur de faire une intoxication au fer, hein, c'est-à-dire que si on a trop, c'est moins absorbé et la tolérance fait que de toute façon, les femmes, elles en prennent pas 50. Donc moi, ça fait partie des trucs qu'il faut pouvoir essayer, à mon avis, sans trop. On a la main lourde, hein, nous, sur le fer avec Maxime. J'ai vraiment la main lourde. Fer, folate, on a la main très très lourde. Franchement, il y en a un paquet. Et voilà, je fais les dernières.
je fais les dernières. J'aurais pu amasser. Ouais, bah, je vous le redis, hein. Je vous le redis, enfin, vous n'imaginez pas à quel point les gens savent pas s'y prendre. Quand je dis savent pas s'y prendre, c'est parce que moi, je sais pas m'y prendre et que je l'ai appris, hein, déjà. Naturellement, je sais pas m'y prendre. Et le nombre de fois où on fait des devinettes, lui doit penser ça, lui machin, lui bidule, et on est complètement à côté, c'est dingue. Enfin, moi, j'ai des collègues psychiatres, hein, je parle avec des psychiatres. Je peux avoir le samedi un psychiatre qui m'envoie un message en disant tu dis ça, mais t'es vraiment réac. Quand je disais, bah, je pense pas que l'intelligence artificielle va remplacer les, comment dire, les psychiatres tout de suite. Je peux avoir un psychiatre qui me dit, t'es vraiment réac de dire que l'IA sert à rien le samedi, et le dimanche, je peux avoir un autre psychiatre qui m'envoie un message en disant c'est scandaleux de faire la promotion de l'intelligence artificielle comme vous le faites, vous mettez les patients en danger. Enfin, je veux dire, sur la même phrase que j'ai dit, tu vois, et c'est des psychiatres, les mecs, ils sont pas cons, hein, ok, les psychiatres, c'est pas des gens cons. Euh, donc, euh, donc, enfin, vraiment, c'est inimaginable, c'est inimaginable. Et, et moi, j'ai eu de la chance, ok, mais il y a des trucs dans ma vie qui n'ont pas du tout été décidés par les médocs, tu vois. À partir du moment où je suis interne en psy et que je fais des arrêts, je suis en arrêt régulièrement et que je fais des critiques à droite à gauche, etc., etc., et ben, il faut aussi savoir quand fermer sa gueule et pas commencer à emmerder le chef de stage qui décide de si tu vas passer psychiatre ou pas, tu vois. Euh, quand quand je fais l'expertise et ils disent bon ben attendez, est-ce que vous êtes malade mental ou pas, et que les types ils me poussent pour voir si j'ai pété un câble, t'as intérêt à maîtriser, tu vois, à savoir ce que tu peux montrer, ce que tu peux pas faire. Quand je suis avec Clara, je veux dire, Clara, elle se supporte mes états au quotidien, si tu veux, elle supporte mes états au quotidien. Là, aujourd'hui, et elle me dit 5 trucs par jour, là, t'as pas fait ça, là, t'as pas fait ci, là, t'as fait nul. Enfin, euh, ça se bosse, tu vois. Je veux dire, ça se bosse. Et la première fois pour l'histoire, la première fois qu'on s'est engueulé avec Clara, je sais pas si je l'avais dit, mais la première fois qu'on s'est engueulé avec Clara, je pensais qu'elle allait me virer, si tu veux. Et j'étais prêt à partir, et elle m'a regardé, genre, mais c'est quoi l'histoire? C'est pas parce qu'on s'est engueulé que ça s'arrête, tu vois. Et en fait, elle m'a fait, bah, je veux dire, j'avais un retard de fou, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment un message d'espoir, si tu veux. Il y a des patients qui ne vont pas mieux, et c'est pas que de la pharmaco, c'est aussi que ils arrivent pas à communiquer avec leur psychiatre. Le psychiatre a des informations qui sont pas bonnes. Et on a des informations pourries, si tu veux. Je veux dire, on a ce que les patients pensent, t'imagines, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'ils arrivent à nous dire? C'est n'importe quoi. Si tu fais des tests, celle qui a fait l'homicide, les 3 homicides, là, bah, elle prenait pas du tout les médocs que le psychiatre avait prescrit. Et donc, enfin, tu vois, c'est un exemple de relation thérapeutique qui était foireuse. Donc, en fait, voilà, on parle de pharmaco, etc. Mais moi, en pratique, le problème, c'est moins la pharmaco que les interactions avec les gens et avec le psychiatre. Très clairement, il y a des gens qui ont des problèmes de maladie mentale et c'est que de la pharmaco. Donc, je dis pas ça pour tout le monde, mais ça peut pas être ignoré, quoi. Pas fan de la lamotrigine. Bah, il faut qu'à mon avis, il y ait un peu de problématique thymique. La lamotrigine sur l'anxiété seule, c'est pas terrible, je pense. Je pense que ça marche pas trop top. Ok. Une patiente qui veut pas de psychothérapie, bah, si les gens veulent pas changer, ça va être compliqué, hein. Donc là, il y a une part de la discipline où c'est de l'entretien motivationnel et on essaye de motiver les gens à changer, mais ça prend un temps de dingue, et ça pose des questions de ressources, tu vois. Est-ce qu'on doit passer 5 heures à essayer de motiver quelqu'un à changer alors qu'il y a quelqu'un qui veut changer et qui est prêt à faire ce que tu lui dis quand tu le vois en 10 minutes? C'est une vraie question, hein. C'est une vraie question. Ok, et ben écoutez, voilà. Merci de votre attention. Moi, je trouve ça cool, ces petits lives. Si je suis désolé, j'ai 5 minutes de retard à chaque fois, rien à faire. Je pars en vac. Je pars en vac et je pourrais pas faire de live d'1 heure. Ça, c'est pas possible. Clara a mis le haut là, et ça va me faire du bien. Donc, je vais continuer les articles
Mais les lives, je pourrais pas faire ça. Donc, il y a 2 semaines de pause de live. OK. Voilà. Et bon courage et à bientôt.